Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir ici depuis cette très belle ville d'Aix-en-Provence pour ces rencontres économiques, toujours un temps fort de la réflexion économique. Je me présente, je suis Emmanuel Dutheil, je suis rédacteur en chef économie et sociale à Europe 1. On est très heureux d'être avec vous cet après-midi pour ces rencontres économiques. On a 1 heure pour s'interroger sur une question primordiale. Comment renouer le dialogue social? Alors on a des intervenants de premier plan pour pouvoir parler de tout cela avec nous. Vous le savez, vous pouvez nous suivre en ligne. Une partie des intervenants sont cette année à distance pour des questions bien évidemment sanitaires. À distance justement, nous avons la chance d'avoir Susanna Gideonsson. C'est la présidente de Hello. C'est quoi Hello? Eh bien c'est l'un des principaux syndicats suédois. C'est la Confédération suédoise des syndicats dans un pays qui a su faire une réforme des retraites négociée, ça fait rêver. Son point de vue sera bien évidemment passionnant et elle sera avec nous aujourd'hui. Nous sommes également avec Bloen Lao, la présidente de la FNESI, c'est la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en soins infirmiers. Nous sommes également avec Benoît Tess, secrétaire général de la Fédération syndicale unitaire, que vous connaissez mieux sous l'acronyme FSU, première fédération syndicale de l'éducation. Nous sommes aussi avec Michel Sicurel, grand connaisseur du monde économique, à la tête aujourd'hui de Michel Sicurel Conseil. Vous allez voir, il défend plutôt la théorie capitaliste, on va dire, mais un capitaliste qui va sûrement vous étonner, j'en suis certain. Alors, on ne va pas déroger à la tradition, puisque on commence à chaque fois avec la personne qui représente le cercle des économistes, et on a la chance d'être avec Nathalie Moreau. Bonjour déjà Nathalie. Bonjour. Bon, alors vous enseignez à l'université Paul Valéry Montpellier 3, membre du cercle des économistes. Alors, c'est la tradition de ces rencontres, c'est vous qui allez introduire le sujet. Ça s'appelle renouer le dialogue social. Quand il faut renouer quelque chose, c'est que c'est soit cassé ou, allez, au minimum rouillé. Comment c'est pour le dialogue social, Nathalie? Délié, on va dire qu'il est sans doute délié depuis quelque temps. Et pour poser cette question de renouer, qu'est-ce qu'on va renouer du dialogue social, je commencerai en tant qu'économiste par quelques données. Donc tout simplement, si on regarde le taux de syndicalisation et si on remonte dans le temps, en 1949, il y avait 30% des Français qui étaient syndiqués. En 69, on est passé à 20%. Et aujourd'hui, c'est à peine 10%. C'est depuis les années 90 que c'est à peu près stable. Déjà, il y a 17 ans, il y avait un ouvrage qui posait la question de ce dialogue social. C'était l'ouvrage de Cahuc et d'Algan qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque et qui s'appelait Société de la défiance. Et le sous-titre de cet ouvrage, c'était « Comment le modèle social français s'autodétruit ». Donc là, vous voyez déjà que ce problème de renouer le dialogue social se posait. Et en fait, dans leur thèse, ils disaient ils partaient d'un constat et ils disaient qu'en France, il y avait deux particularités. Une forte méfiance des Français vis-à-vis des concitoyens, des pouvoirs publics, du marché. Et deuxième constat, parallèlement à cette méfiance, il y avait aussi un incivisme plus fréquent. Et c'est des choses qui n'ont pas disparu, puisque dans l'ouvrage plus récent, Les Français, l'argent, le bonheur de Claudia Sénic, toujours Algan et toujours Besselet, on voit qu'il y a cette moindre confiance des Français dans leurs concitoyens. Et il y a une enquête mondiale qui demande aux personnes, à côté de vos proches, est-ce que vous faites confiance aux autres personnes de la société, les personnes plus éloignées, les pouvoirs publics, etc. Et là, il y a 97 pays qui sont interrogés et la France est 58e sur l'échelle de la confiance. Et il y a uniquement 22% des Français qui déclarent faire confiance aux autres. Et on voit que dans les autres pays, notamment les pays nordiques, la Norvège, la Suède et le Danemark, on a une confiance qui est 3 fois plus élevée. Enfin, il y a 3 fois plus de personnes qui déclarent faire confiance aux autres. Donc on se sent, c'est assez intéressant autour de cette table ronde aussi d'avoir un point de vue de la Suède. Oui, une fois de plus, ce fameux modèle suédois, ça nous rend tout petits. Exactement. Et donc ça, c'est la première chose. Et les syndicats, alors c'est non seulement ce manque de confiance, c'est non seulement vis-à-vis de
de la population, mais également par rapport à la loi. Il n'y a que 20% des Français qui déclarent faire confiance, il y a 20% des Français qui n'ont pas confiance à la justice et 25% des Français qui n'ont pas confiance dans les syndicats. Donc c'est une chose qu'on va peut-être discuter. Ça, c'est la première chose, le premier constat qui avait été fait. Le second, c'est qu'il y a un taux d'incivisme très élevé de la part des Français. Alors, il y a plein d'études qui ont été faites, de travaux qui ont été faits en économie expérimentale dans différents pays où vous laissez un portefeuille avec l'adresse de la personne. Et si on regarde selon les pays, en France, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a beaucoup moins de personnes qui vont ramener ce portefeuille à autrui que dans d'autres pays, notamment en Europe du Nord. Et dans l'ouvrage d'Algan et de Cahuc, en fait, là où c'était intéressant, c'est qu'ils attribuaient ce constat qu'ils faisaient par rapport au manque de confiance et par rapport à cet incivisme. Ils disaient que ce n'était pas une caractéristique française immuable, c'est-à-dire que ça apparaissait depuis la Deuxième Guerre mondiale, et ils disaient que c'était lié au modèle social français. Ce modèle social français qu'ils définissaient comme un modèle social corporatiste et étatique. Donc, je dis très très rapidement comment il expliquait, puis après je laisserai la parole, mais en disant que dans le modèle français corporatiste, il y a des droits sociaux qui sont associés au statut des individus, et ce faisant, ça conduit, alors ils déroulaient tout ça dans leur ouvrage, à une opacité de l'information, à la recherche de rente, et à un comportement de suspicion des personnes par rapport aux autres, et donc un déficit de solidarité. Donc ça, c'est comment ils définissaient le corporatisme. Mais là où ça posait problème, c'est que ça se double d'un étatisme, c'est-à-dire qu'en France, on a tendance, enfin c'est l'État qui a tendance à réglementer l'ensemble des domaines de la société civile dans tous les détails, et donc on bloque le dialogue social dans toute sa substance. Et donc ces deux éléments font que ça va engendrer la défiance, etc. Donc ça, c'était le constat il y a 15 ans. Juste avant la crise, on voit bien que l'acmé de ce problème, de ce modèle social, c'est avec la crise des Gilets jaunes, où effectivement on a un mouvement où il n'y a pas la présence des syndicats. Qui déborde même les syndicats. Comment ? Qui déborde même les syndicats. Non, mais justement, elle est absente. Enfin, ils débordent complètement les syndicats. Il n'y a pas de leader officiel. Il y a des porte-paroles, mais qui sont discutés. Et c'est une chercheuse du CNRS qui appelle ce mouvement comme un mouvement de clavier. Donc on voit de nouveaux modes d'action, puisque ce mouvement est né via des claviers. Donc pas de porte-parole, donc de nouvelles formes syndicales. Et dans une enquête qui a été faite par des chercheurs, ce qu'ils voient aussi dans ce mouvement, c'est que c'était une chose qui est apparue au cours de l'enquête et qui n'était pas présente au départ, c'est que dans les personnes qui sont interrogées dans les Gilets jaunes, il y en a beaucoup qui ont dans leur environnement direct ou indirect des personnes handicapées. Donc se pose aussi la question de personnes qui ne sont pas usuellement représentées, qui ne prennent pas part au débat. Et donc, on le sait tous, là-dessus, la crise Covid stoppe plus ou moins tout. Et avec cette crise Covid, en même temps, on a un nouveau questionnement par rapport à ce lien social, puisqu'on est tous derrière nos ordinateurs, donc une nouvelle forme de lien social, est-ce qu'il existe ou pas? Mais on voit apparaître de nouvelles solidarités parce que on applaudit les soignants. Alors ceci étant, ça tient que pendant le premier mouvement. Dans le second mouvement, ça a disparu. Donc est-ce que cette solidarité, ce lien social, il est présent ou pas? Et aujourd'hui, et je finirai là-dessus, se pose aussi cette question de cette solidarité, de la confiance, avec ce problème de la vaccination. C'est-à-dire que ce mouvement de vaccination qui tend à se stabiliser à un certain niveau, est-ce que cette défiance par rapport au vaccin, etc., cette tendance à être solidaires les uns des autres pour agir ensemble, où est-ce qu'on en est? Et quelles ont été toutes les conséquences de ce mouvement-là, de cette perte de rencontres, et comment est-ce que les syndicats se sont rencontrés ou pas dans les entreprises via Internet, via les CHSCT, etc., les mouvements de crise. Tout ça, ça redéfinit les règles du lien social. Et vers quoi qu'est-ce qu'on va renouer, qu'est-ce qu'on va lier? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Voilà, et merci déjà pour tous ces éléments. Il y a un point notamment qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous avez dit, et ce qui va nous permettre d'enchaîner avec vous, Bleu Lao. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Je vais le traduire un peu, hein. Ça n'intéresse plus personne d'être syndicaliste aujourd'hui.
Vous êtes jeune, vous êtes étudiante, ça n'intéresse personne. Vous avez du mal aujourd'hui. Parce que c'est une chose pour renouer le dialogue social. Il faut des interlocuteurs. Il faut des gens qui ont envie. Ils n'ont pas envie. Bonjour et merci pour l'invitation. Je pense qu'aujourd'hui, le mot syndicat est quelque chose qui fait très peur. Mais au-delà du syndicalisme, il y a l'engagement étudiant et l'engagement dans lequel on a envie de défendre une cause qui peut être diverse et variée. Et à l'heure actuelle, je pense que ça intéresse beaucoup, mais il y a un découragement de la part des étudiants qui ne vont pas forcément se sentir écoutés et qui ne savent plus comment forcément... Un découragement, ça veut dire j'aimerais bien m'investir, mais ça ne sert à rien. C'est en tout cas dans nos retours à nous, chez nos étudiants en soins infirmiers et dans le réseau qu'on représente, auquel on appartient, il y a beaucoup de monde qui dit oui, j'aimerais bien m'engager, mais est-ce que ça va servir à quelque chose et à quel prix? Et comment faire pour qu'on aboutisse à quelque chose et qu'on aboutisse au fait que notre cause, qu'il y ait quelque chose pour nous? Benoît Thès, je rappelle que vous êtes, vous, le secrétaire général de la FSU, première fédération syndicale de l'éducation. On a bien compris avec Nathalie Moreau, aujourd'hui, le lien est cassé, le lien social au global. C'est vrai que le syndicat était une des incarnations, il y a, comme le rappelait très bien Nathalie, 20-30 ans. Est-ce que c'est perdu aujourd'hui, ça? Et comment vous l'expliquez? Alors, le constat, on le partage effectivement en grande partie sur les difficultés du syndicalisme à être, comme vous dites, le creuset des discussions de professions entières et le rassemblement des salariés et du coup une forme de structuration aussi qui était importante socialement. Après, il ne faut pas noircir le tableau non plus à l'extrême. Et il faut arriver à comparer ce qui est comparable. On va parler de la Suède, on va parler des pays d'Europe du Nord notamment, qui ont un modèle complètement différent où l'adhésion n'a pas le même sens qu'en France. L'adhésion, c'est aussi l'adhésion à une organisation qui gère l'assurance chômage, avec laquelle vous avez une gestion de votre carrière, des éléments très concrets, très directs. C'est ça qui manque d'après vous, le fait que quand on adhère à un syndicat, on n'a pas l'impression que l'on va pouvoir agir concrètement, qu'on va être acteur d'une certaine manière? Je pense qu'il y a un problème à régler au niveau, enfin à travailler au niveau des organisations syndicales pour impliquer les salariés. De fait, je partage beaucoup le constat de distance que les salariés peuvent avoir envers les organisations syndicales. Après, il est très paradoxal parce qu'il y a aussi une grande proximité avec son représentant direct. Le syndicat, c'est aussi la personne qui est sur votre lieu de travail et vers laquelle vous avez très naturellement tendance à vous tourner quand il y en a une. Le vrai problème, c'est aussi les déserts syndicaux. Mais est-ce qu'on se tourne vers cette personne quand on a un problème? Parce que l'idée, c'est de résoudre des problèmes en commun. Et donc de se tourner dans le syndicat pour réfléchir aussi positivement à améliorer, mais collectivement, les conditions de travail, réfléchir au télétravail, à tout ce qui peut émerger aujourd'hui de la crise, pas que quand on risque d'être licencié. Bien sûr, et il y a une difficulté du coup d'implication au-delà des moments ponctuels où on peut avoir besoin d'avoir recours à un syndicat, comme on aurait besoin de recourir à une aide juridique, etc. Mais je voulais dire quand même par rapport au taux de syndicalisation, qu'on les compare donc à des choses qui ne sont pas forcément comparables, et qu'il faut aussi avoir en tête qu'il y a une autre mesure de la représentativité, que sont les élections professionnelles. Ce n'est pas très glorieux non plus, il y a 50% de participation par exemple dans la fonction publique, un peu moins dans le secteur privé, mais ce n'est pas à des niveaux anecdotiques non plus. Il y a des gens qui votent dans les élections professionnelles, du coup on ne peut pas ramener à simplement 10% la représentativité des syndicats. Ça c'est important quand même de l'avoir en tête. Et puis dernière chose, je voulais quand même dire que tout ça s'inscrit dans un contexte, mais ça a été dit, l'individualisme, peut-être un individualisme spécifique en France. Et du coup, les syndicats, ils ne sont pas extérieurs à la société. Et il y a un problème sans doute en France avec l'organisation des syndicats, on pourra y revenir. Mais il y a un problème avec la démocratie tout court. L'abstention aux dernières élections, etc., etc. Enfin, voilà, on a un problème de confiance dans le dialogue, dans les corps intermédiaires, dans la société civile. Et c'est aussi de tout ça que les syndicats peuvent souffrir éventuellement. Justement, Michel Sicurel, on passe à vous. Vous avez fait toute votre carrière dans la finance. Ce que vient de dire Benoît Thès, ça vous parle totalement sur ce parallèle entre l'absentéisme au global, là que l'on vient de vivre aux élections régionales et que l'on vit depuis des années dans des élections professionnelles. Vous, ça vous interroge également?
Alors avec un petit micro, ce serait gentil pour que tout le monde puisse bien entendre. Pardon. Hop. Là, ça va, c'est bon, oui. Ouais, c'est parfait. En fait, Un petit peu plus proche de la bouche, vous seriez encore plus gentil. Voilà. En fait, ce que je crois, c'est que l'absentéisme aux élections professionnelles ou politiques est lié au sentiment d'utilité qu'il y a à voter. C'est-à-dire, par exemple, dans la fonction publique, que ce soit l'éducation ou que ce soit l'hôpital public, c'est très utile de voter aux élections professionnelles. Et dans le secteur privé, ça ne sert à rien. Et je crois que de même que les électeurs aux élections politiques ne votent qu'aux présidentielles et aux législatives qui s'en suivent, puisque depuis le quinquennat, le président de la République et la majorité qui s'ensuit concentrent la totalité du pouvoir. De même, ils ne vont pas voter au régional, au départemental, parce qu'ils ont le sentiment que ça sert à rien. Et dans le secteur privé, j'ai le sentiment que les grands sujets qui ont animé le dialogue social dans les années fastes, les 30 glorieuses, où Nathalie Moreau le rappelait, il y avait encore une réelle participation aux élections professionnelles. Eh bien, à cette époque, il y avait 3 grands sujets qui s'appelaient les rémunérations, l'emploi et la durée du travail. Dans le secteur privé, la retraite à 60 ans et les 35 heures ont anéanti la discussion sur la durée du travail, parce qu'il n'y a rien à discuter. Sur les rémunérations, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les entreprises privées dans la compétition internationale ne permettent pas du tout aux partenaires sociaux de décider des rémunérations. Ce qui décide des rémunérations, c'est le travailleur chinois et le robot. Et le robot est encore pire. Oui, mais Michel Sicurel, de tout ce que vous dites là, est-ce que tout ça n'est pas en train de changer à la sortie de cette crise? On doit parler du travail aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde? On doit parler de la rémunération. Si on travaille moins, oui, pourra-t-on gagner autant demain? Comment va-t-on travailler? L'organisation, télétravail et autres. Finalement, tout ce que vous mettez sur la table, hein, est-ce que ce n'est pas encore plus prégnant qu'avant, à l'aune, bien évidemment, de ce qu'on est en train de vivre? Alors, est-ce que j'ai le droit de répondre? Ah bah oui. Alors écoutez, c'est un jeu de questions-réponses. En réalité, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, les syndicats, parce que je parle encore une fois, ils ne sont pas représentés aujourd'hui, des syndicats du secteur marchand. Parce que franchement, dans la fonction publique, ce n'est pas du tout le même sujet. Mais les syndicats aujourd'hui, ils sont tellement fragiles, ils ont tellement peu d'adhérents, qu'en fait, ils défendent leurs adhérents, c'est-à-dire les CDI. Ils défendent le CDI et le SMIC, mais ils ne défendent absolument pas, ils ne s'occupent pas ni du travail précaire, ni de l'ubérisation, ni du chômage des jeunes et des seniors. Ils ne s'en occupent pas vraiment parce que ce n'est pas leur électorat. Et c'est normal, on ne peut même pas leur en vouloir. Et moi, je crois que si aujourd'hui, les syndicats se concentraient sur ce qui est le centre du sujet, c'est-à-dire, en fait, l'emploi à l'ère numérique. Et l'emploi à l'ère numérique, c'est toutes les menaces et toutes les opportunités. Et pour ça, il faut que les syndicats prennent, et les partenaires sociaux, les syndicats et les entrepreneurs, prennent le sujet à bras-le-corps, se saisissent de la totalité du sujet, s'occupent par exemple non seulement de la formation professionnelle, mais de l'éducation nationale. Parce que si l'ensemble des syndicats ne se concentrent pas sur ce que l'éducation nationale permet de produire en matière d'emploi, ça ne va pas le faire, ça va être difficile. Donc je crois que, pour résumer, je crois que si les syndicats et le patronat, dans leur dialogue social, s'occupaient des vrais sujets, des sujets qui concernent les gens, eh bien on reverrait des élections comme dans la fonction publique à 50%. Alors c'est très intéressant tout ce que vous dites, Michel Sicurel. On va justement aller voir un pays où ça se passe comme ça, puisqu'on a la chance d'être avec Susanna Gideonsson. Bonjour, vous êtes la présidente de Elo, qui est l'un des principaux syndicats suédois. Vous êtes en distanciel, vous êtes chez vous, en Suède. Déjà un grand merci d'avoir accepté l'invitation de ces rencontres économiques. Comment chez vous, les partenaires sociaux ont été engagés avec cette pandémie? Comment ont-ils agi? Yes. Ah. Because during the pandemic,
Pendant la pandémie, il y a eu des discours, il y a eu des discussions, il y a eu des accords signés. Les employeurs ont changé les règles de l'emploi. Ils ont augmenté la sécurité sociale pour les personnes au chômage. Et au bout d'une semaine, il y avait 1000, voire plus, 4000 nouveaux conventions collectives en place. Et cela a eu un effet immédiat sur la crise. Donc, je pense que c'est très bien. L'Union européenne peut renforcer également le lien social. Et la Commission européenne a souligné l'importance de partenaires sociaux et de leur implication dans les solutions, des solutions ayant un impact sur l'emploi et l'économie. Et dans certains États membres, d'un autre côté, la crise a été prise comme une excuse pour exclure les partenaires sociaux du dialogue. D'un point de vue démocratique, c'était éviter de voir loin dans l'avenir. Donc, les partenaires sociaux ont beaucoup à contribuer en forme de connaissances et en termes de développement également. En Suède, nous avons une tradition entre la politique, les syndicats et le patronat. Cela existe depuis plus de 8 ans, mais et c'est vraiment un pilier pour nous. Même aujourd'hui en Suède, et on a 70% d'adhésion aux syndicats. Les employeurs, le patronat, c'est encore plus, 80% d'adhésion. Donc c'est vraiment un bon pilier. En Suède, les partenaires sociaux ont fait des échanges. Les politiques ont regardé les conditions du marché de travail et ont regardé beaucoup de choses. Et en échange, les syndicats, les patronats ont travaillé ensemble pour avoir des solutions stables et fonctionnelles pour les entreprises, mais aussi pour les employés. Et les partenaires sociaux ont travaillé parce que c'est nous qui portons la responsabilité pour le développement et la réglementation du marché de travail. Donc, on décide du cadre de base. Donc, pour nous, de bons partenaires indépendants qui sont déterminés peuvent améliorer la situation en termes d'emploi. Et c'est ça la base pour le dialogue social. Pour nous, donc les États de l'Union européenne ont pris la crise comme une opportunité d'impliquer les partenaires sociaux pour trouver d'autres consensus, plus de consensus, pas seulement un consensus économique. Voilà. Ce que vous dites, c'est que cette crise, vue des Suédois, a généré des opportunités pour renforcer le compromis, la négociation, renforcer le rôle des partenaires sociaux. Bleuen Lao, je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en soins infirmiers. Vous avez été en première ligne, je crois qu'on n'a pas besoin de le rappeler, même s'il faut toujours vous féliciter pour tout ce que vous faites encore aujourd'hui au quotidien. Mais ça, c'est important. Est-ce que cette crise peut être un élément pour aller plus loin et peut-être pour être moins, comme ce qu'on connaît en France, dans la négociation du non et plus dans le compromis? Bien évidemment, avant cette crise sanitaire, on parlait aussi de la crise de l'hôpital public. Et cette crise sanitaire a permis de mettre en avant et de parler de toutes les problématiques qui existaient déjà il y a un an. Il faut bien se dire qu'il n'y a aucune problématique qui a été créée pendant la crise, à part peut-être le problème du manque des équipements de protection individuelle au tout début de la crise sanitaire. Mais aucun problème n'a été découvert
au moment de la crise. Et c'est vrai que ça a permis de mettre en avant, ça a permis de mettre ces problèmes aux yeux du grand public, et on a pu en parler. Après, je ne dis pas que tous les problèmes sont réglés, bien au contraire. Au moins maintenant ils sont connus, il ne reste plus qu'à mettre des actions en place, et c'est le plus compliqué qui reste à faire. Mais est-ce qu'on peut y arriver? Parce que là, c'était important, la fin du propos de Madame Gidehanson, qui disait ça, qui disait cette crise est une source d'opportunités et elle nous a aidés, nous, politiques, syndicats, corps intermédiaires, à renforcer notre rôle. Peut-être que c'est une occasion pour renouer, ce qui est le thème de notre table ronde, renouer le dialogue social. En effet, je pense qu'on peut y arriver, et on a pu aussi découvrir que ce n'est pas en prenant une seule personne ou un seul parti ou un seul acteur que ça peut fonctionner, c'est vraiment en échangeant en fonction des différents points de vue et en prenant en compte vraiment tout le monde, et surtout en prenant en compte, quand il y a un problème, de prendre en compte le regard des personnes qui sont concernées par ce problème, et qu'il n'y ait pas que des décisions qui soient prises par des personnes qui... j'en suis certaine, veulent faire bien les choses, mais prendre des décisions pour les étudiants sans les concerter, ça devient très compliqué. Benoît Tesch, je vous vois essayer de lever la main depuis que Mme Gidehanson a parlé sur cette idée de consensus que l'on peut recréer, et d'une certaine manière que cette crise pourrait permettre de renforcer. Oui, je voulais réagir à ça, et d'une certaine manière, c'est un peu une réponse à ce que disait mon voisin de droite. Michel Sicurel. Sur effectivement une crise qui a mis à jour, qui a révélé l'utilité sociale des métiers. On a vu les infirmières, mais aussi dans l'éducation nationale, mais aussi les caissières de supermarchés, les éboueurs, etc. Et ça a reposé du coup la question des combats syndicaux en positif, au nom de l'intérêt général. C'est un peu, effectivement, moi je partage l'idée qu'il y a une pente corporatiste au sens étriqué du terme, au sens de repli sur certains secteurs et de défense d'intérêts catégoriels. Mais précisément, ce n'est pas le projet syndical. Alors après, on peut aller dans cette pente-là, hein, mais ce n'est pas le projet syndical. Et si on va vers ça, il n'y a pas d'issue. L'utilité sociale des métiers, ce que nous a montré la crise aussi, c'est que toute revendication, tout travail s'inscrit dans un cadre général, et la plus corporatiste de nos revendications n'a de sens d'être entendue, d'être audible, que si elle a un lien avec l'intérêt général. C'est évident pour la fonction publique, parce qu'évidemment, hein, il y a un aspect défense de service au service du public, etc. Mais c'est aussi le cas dans le secteur privé. On voit qu'émergent beaucoup les enjeux environnementaux, qui ont quand même un lien aussi avec cette crise sanitaire, hein, crise globale, enjeux globaux. Et là-dessus, les salariés ont quelque chose à dire en tant qu'experts de leur propre travail, de leur outil de production et de capacité à transformer le monde et de savoir comment on le transforme, parce qu'ils en sont les acteurs directs. Mais faut-il aller pour cela au-delà du rôle du syndicat que l'on connaît aujourd'hui, puisque même si on s'en est beaucoup moqué, mais il y a eu beaucoup de conventions citoyennes pour la vaccination, pour l'écologie. Bon, on voit qu'au final, parfois, ce qu'ils proposent est assez peu suivi, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des tentatives. Est-ce que le syndicat n'est qu'un élément du compromis pour renouer ce dialogue social? Ça peut être un élément du compromis. Simplement, moi, je pense qu'il y a dans les difficultés françaises, il y a des difficultés qui sont issues des deux côtés. Je crois qu'effectivement, le syndicalisme en France a peu la culture du compromis, c'est un fait. Je pense qu'il y a une forme de syndicalisme qui s'enferme dans la posture de refus pur et simple de toute proposition, et dans la volonté de n'avancer sur rien. Il y a à l'inverse un syndicalisme qui s'enferme aussi, à mon sens, dans l'idée que le syndicat n'a vocation qu'à s'exprimer sur des questions très précises, très corporatistes, n'a vocation qu'à accompagner les réformes qui lui sont proposées, voire à les expliquer aux salariés. Et je pense très profondément qu'il y a une troisième voie, une voie à la fois revendicative, une voie à la fois qui n'en rabat pas sur quoi que ce soit, mais qui cherche effectivement
le progrès social et au service de l'intérêt général. Je crois que c'est vraiment ce lien avec l'intérêt général qui doit nous conduire à évoluer. Et juste sur quand même le moment qu'on n'a pas trop évoqué depuis le début, on a parlé beaucoup de sujets qui sont très intéressants, les gilets jaunes, etc. Il y avait la question retraite qui a été quand même éclairante, parce qu'effectivement, il y avait un aspect, et le gouvernement ne manquait pas de le dire, défense d'intérêts particuliers, des régimes spéciaux, etc. Mais progressivement dans le mouvement, je pense que nous avons réussi, nous syndicats, à dire que le problème n'était pas là et que c'était une question d'intérêt général, de place des retraités dans la société. Et finalement, il y a effectivement des normes sociales qui sont plus élevées dans certains secteurs par rapport à d'autres, mais nous, on les considère comme des effets possibles d'entraînement. La retraite, elle est meilleure effectivement dans certains secteurs. On pense qu'il y a une possibilité que ça puisse avoir un effet d'entraînement pour l'ensemble des salariés. Donc voilà, votre réforme des retraites à vous, c'est de l'harmoniser par le haut, c'est ce qu'on entend. Michel Sicurel, vous êtes un grand connaisseur du monde économique, vous êtes un citoyen engagé, je ne sais pas si ça vous plaît si je dis ça ainsi. Est-ce que vous pensez aussi qu'il faut dépasser le rôle du syndicat, justement, et c'est pour ça que je vous présentais comme citoyen engagé. Est-ce que c'est pas ça aussi un peu le problème français, où on est enfermé dans notre dialogue social entre le politique, le syndicat, un vieux carcan qui ne s'ouvre pas beaucoup? Non, je pense qu'il faut complètement bouleverser le paradigme du dialogue social. C'est-à-dire, ce que je pense aujourd'hui, c'est que la concentration, en France, je parle de la France, le seul pays que je connaisse un peu, en France, aujourd'hui, la concentration du pouvoir sur le président du quinquennat, avec la majorité du quinquennat, c'est épouvantable, notamment pour lui. Parce qu'en réalité, c'est un colosse aux pieds d'argile. Trop de pouvoir tue le pouvoir. Et je pense que sur les sujets de la gestion de la société, il a besoin des élus locaux, mais que sur les sujets économiques et sociaux, il a grand besoin des partenaires sociaux. Et il faut absolument que les grands sujets soient adressés par les partenaires sociaux. On a bien vu, par exemple, que l'écologie punitive, sans débat social préalable, ça fabrique les gilets jaunes. Voilà. Et je pense qu'il y a d'autres sujets, enfin il y en a un où vous me voyez venir, parce que je parle que de ça depuis 2-3 ans, qui est le capitalisme de demain. Je ne sais pas si je peux l'évoquer maintenant. Si, parce qu'en plus, vous avez une vision assez disruptive, on va le dire. Vous avez bien gagné votre vie, vous travaillez dans la finance, mais vous dites, il y a trop de riches et ils ont trop de sous, tous ces riches. Non, c'est-à-dire, c'est pas qu'il y a trop de riches, c'est qu'il n'y en a pas assez. Oui. Plutôt. En tout cas, il y en a trop qui concentrent. Il n'y en a pas du tout assez. Les chiffres d'aujourd'hui, c'est 2700 milliardaires sur la planète, et ils s'en fabriquent énormément chaque année, pas tellement en France, à dire vrai, mais en Chine, etc. 2700 milliardaires qui possèdent 13 000 milliards de dollars de patrimoine accumulé, et dont la fortune a augmenté de 5 000 milliards en 2020, année de crise planétaire. Ça ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Et en même temps, si je peux me permettre cette expression, en même temps, on ne peut pas imaginer d'affronter les défis de demain, c'est-à-dire le numérique, la santé de demain, l'écologie, etc. On ne peut pas l'imaginer sans des capitaux massifs. Et donc l'idée que j'essaye de faire passer inlassablement depuis plusieurs années, c'est qu'il faut en réalité que les classes moyennes, qui souffrent doublement, qui souffrent parce que leurs rémunérations sont massacrées par les Chinois et les robots, et parce que leur épargne est massacrée par l'inondation monétaire qu'il faut déverser sur la planète tous les 10 ans pour sauver le système, eh bien, je trouve que cette double peine n'est pas supportable et qu'il faut que les classes moyennes puissent investir dans le risque avec le rendement du risque. Et la seule façon de le faire, c'est en réalité la garantie de l'État. Et ça ne coûtera rien, parce que je vous garantis, je gère moi-même du capital développement pour des milliardaires, en fait, et on ne perd jamais. On peut perdre sur un dossier, mais on ne perd pas sur 30 dossiers, ça n'arrive jamais.
Donc l'État garant ne perdra pas, il peut même se faire rémunérer sa garantie. Et ça, d'après vous, ça améliorera du coup le dialogue social, puisqu'on sera plus à égalité. C'est ça que vous voulez dire? Si tout le monde va dans le même sens, si tout le monde veut favoriser le numérique, la santé de demain, l'écologie, si tout le monde va dans le même sens et il trouve son compte, eh bien, c'est pas que ça va favoriser le dialogue social, ça va le bouleverser, le transformer complètement. Puisque, vous savez, je crois que c'est Jean Monnet qui disait qu'il faut mettre les problèmes d'un côté et tous les partenaires de l'autre côté de la table. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je crois que si les partenaires sociaux ne viennent pas soutenir le pouvoir politique pour traiter les grands sujets de demain, ça finira très mal. Nathalie, membre du Cercle des économistes, ce que je trouvais très intéressant, une fois de plus, dans ce que disait Mme Gideonson, mais ce que redit aussi Michel Sicurel, c'est que pour renouer le dialogue social, et c'est ce que vous disiez aussi dans votre avant-propos, il faut réinventer les acteurs. Vous preniez l'exemple tout à l'heure des Gilets jaunes, mais également tout au sorti de cette pandémie. C'est un des points sûrement très importants. Oui, il faut réinventer les acteurs, mais aussi les modes d'action. Dans cette crise, pour réinventer les modes d'action, au déjeuner, nous discutions avec la jeune femme qui représente Bleu les élèves, là-haut, qui représente les étudiants. Et les étudiants, et c'était assez intéressant sur la façon dont elle a expliqué comment cette période a permis aussi d'imaginer d'autres modes d'action, non seulement le rôle des syndicats, mais sur les modes d'action. Elle disait, avant, quand on avait un problème, on sortait dans la rue et on manifestait. Et elle disait, au moment de la crise des Gilets jaunes, elle donne un exemple des Gilets jaunes, excuse-moi, de la crise Covid, en fait, il y a beaucoup d'étudiants infirmiers qui ont été employés comme aides-soignants en étant payés 1 euro par jour, c'était ça, 1 euro par jour. De l'heure, pardon. Oui, quand même. Oui. Ça fait quand même pas pire, beaucoup. Hein. Mais ça fait quand même ça pas fait beaucoup. déjà pas beaucoup. Et donc, peut-être que vous pouvez présenter ce que vous avez fait. Vous avez fait un petit film qui a été vu très rapidement par les personnes. Et il y a eu une augmentation, c'est passé de 1 euro à 3 euros l'heure. Donc, le mode d'action de passer par les réseaux sociaux, qui questionne aussi, hein, parce que ces processus mimétiques et ces effets d'emballement qui peuvent se faire via les réseaux sociaux aussi peuvent être très problématiques par rapport à des questions de démocratie, d'emballement, etc. Mais c'est à la fois réinventer qui sont les acteurs et quels sont les modes d'action aussi. La crise questionne ces deux éléments. Bleu là-haut, si vous voulez réagir là-dessus, je rappelle que vous êtes la présidente des étudiants infirmiers, notamment, le syndicat. Il faut réinventer le mode d'action ? Ah oui, on peut sortir toujours dans la rue, mais je ne suis pas sûre que ça serve à grand-chose, à part à rencontrer de nouvelles personnes. C'est vrai que ça n'a plus autant l'impact que ça avait. La crise sanitaire nous a forcé à repenser ça, parce qu'en plus de ne plus avoir autant l'impact, il y avait le risque sanitaire qu'on était obligé de prendre en compte. Et c'est vrai que, notamment là-dessus, sur cette crise sanitaire, ça nous a forcé à se réinventer. Et c'est vrai qu'on en parlait ce midi avec Nathalie, et que nous, on avait dû... la crise sanitaire, les étudiants en soins infirmiers ont été utilisés dans tous les sens du terme, et ils ne se sont pas fait respecter. Vraiment, ils ne se sont pas fait respecter. Et à un moment donné, c'était plus possible de rester sans rien faire. Et c'est vrai qu'on a décidé de mettre en place une vidéo, c'était une vidéo choc, étant donné que la première phrase, c'était « J'ai passé mon mois de mars à descendre des cadavres à la morgue ». Donc quand ça commence comme ça, autant vous dire que ça donne le rythme pour le reste de la vidéo. Et cette vidéo, en 24 heures, a fait plus de 60 000 vues. Et c'est vrai que suite à cette vidéo, on a pu avoir un dialogue qui a été ouvert avec le gouvernement et qui a abouti à quelque chose qui avait fait avancer, en tout cas à court terme, ça avait réglé le problème. À long terme, c'est autre chose, mais à court terme, ça nous avait aidé. Donc on voit, depuis le début de cette table ronde, renouer le dialogue, ça passe par réinventer les acteurs, réinventer les modes de fonctionnement de ce dialogue social. On va retourner, si vous le voulez bien, en Suède, où on est avec Susanna Gideonson, qui est la présidente de Hello, qui est l'un des tout premiers syndicats suédois. Un grand merci, une fois de plus, d'être à distance avec nous pour ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Regardons peut-être encore plus loin. Comment adapter nos économies et les salariés aux jobs de demain, aux emplois de demain? C'est une énorme discussion à avoir et que la Suède est en train de se poser.
Je vais commencer par dire qu'on sait tous que dans une société, il faut que les citoyens fassent confiance, y compris d'un point de vue économique. Il faut créer la confiance grâce à la transparence et à la coopération entre partenaires sociaux et hommes et femmes politiques. Ça permet d'avancer dans le sens de la justice sociale, la croissance économique. Et je pense qu'il faut noter tous ces liens. Le dialogue social est un outil très utile dans une société qui fonctionne bien. Pour nous, il est extrêmement important de constater que nous sommes face au changement climatique. Nous sommes face à beaucoup de grands problèmes. Du point de vue des syndicats suédois, il faut maintenir la compétitivité, le taux d'emploi, mais savoir réajuster en cas de besoin. On ne peut pas tout protéger à tout jamais. Il faut protéger toutefois l'individu. Il faut une sécurité sociale pendant ces périodes de transition. On peut y arriver grâce à l'assurance chômage et des politiques très proactives. Je pense donc que nous allons effectuer des changements à l'avenir. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble pour avancer dans la voie du bien-être général. Fédération syndicale de l'éducation, il y a bien évidemment tous les problèmes du quotidien qui sont des problèmes récurrents, qui sont parfois des problèmes anciens. Mais là, vous, syndicats, vous devez être acteurs d'un monde qui va complètement changer. Là, Susanna Gideonson parlait par exemple du changement climatique. Vous ne pouvez pas être à côté, vous, syndicats, de ce genre de questionnement? Complètement. Et je crois que ce sont effectivement des questions qui percutent le syndicalisme. Je disais tout à l'heure dans la manière de produire. Quand on est comme moi à la tête d'une fédération de l'éducation, évidemment qu'on a en tête tous les enjeux en termes de formation des futurs citoyens, des futurs travailleurs qui vont être amenés à évoluer dans un monde où l'outil de production devra changer, donc il faut adapter la formation et donc il faut peser là-dessus. C'est aussi parfois un combat. Moi je pense par exemple dans les lycées agricoles, le combat que mènent les enseignants de l'enseignement agricole pour que l'agriculture biologique, pour que les méthodes qui respectent l'environnement en matière d'agriculture soient mieux enseignées aux élèves. Et il y a aussi des résistances par rapport à ça, qui sont des résistances patronales, pour le coup, des syndicats agricoles. Donc ce sont des vrais enjeux de conflit, mais de dialogue social sur lesquels, concrètement, dans des commissions qui définissent les programmes scolaires, nous avons des interventions en lien avec notre vision, effectivement, d'une nécessité de la transformation de la société. Et donc, effectivement, ce sont des questions sur lesquelles on a un dialogue social nourri, sur lesquelles on a des propositions, pas en tant que déconnectés du terrain ou idéologues, mais vraiment très en lien avec ce qu'on fait au quotidien, avec nos métiers. Je donnais l'exemple de l'enseignement, mais je pourrais en donner beaucoup d'autres. Et on pourrait aussi citer comme champ d'intervention important des organisations syndicales tout ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. On sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet majeur. En Suède, en particulier, je pense qu'elle pourrait en parler parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées en termes de congé parental, etc., grâce à l'intervention des organisations syndicales, issues d'un compromis. Je crois qu'en France aussi, on avance beaucoup sur ces questions-là. Il reste du chemin à faire quand même. Il reste énormément de chemin. Si je peux me permettre. Je précise qu'on avance en termes de dialogue social, que les plans égalité professionnelle sont négociés dans les ministères, dans les entreprises, et qu'il reste un chemin énorme à faire et qu'il faut effectivement que les carrières soient identiques pour les hommes et les femmes, que les écarts de salaire soient non seulement maintenant diagnostiqués, mais réduits et supprimés.
c'est effectivement tout l'objet de ce qu'on discute pied à pied au quotidien. Hein. On s'y est mis peut-être un peu tard, hein, nous-mêmes, mais en tout cas, on est extrêmement mobilisés là-dessus parce que c'est une question désormais inacceptable que les écarts soient tels. Et je voulais également dire, pour terminer, par rapport à ce que j'ai entendu là, et notamment de la collègue suédoise, qu'on a sans doute un problème en France, effectivement, on l'a déjà dit, hein, mais de légitimation. J'ai parlé tout à l'heure des élections professionnelles et on en a reparlé après, de légitimation des représentants du personnel, de leur donner du pouvoir d'agir, du pouvoir d'initiative aussi, parce que très souvent, le dialogue social, il est à l'initiative soit de l'administration, soit du patron. Et peut-être qu'il faudrait repenser ces formes-là en donnant du pouvoir d'initiative aux organisations syndicales. Je pense qu'elles en ont besoin et elles en ont les moyens. Et aujourd'hui, effectivement, moi je partage ce qui est dit, le constat est dramatique sur la pauvreté du dialogue social qui conduit aux difficultés de la société, les gilets jaunes, la progression des idées d'extrême droite. Je pense que tout ça a partie liée. Je pense qu'on est dans un modèle à bout de souffle, y compris au niveau politique, et effectivement les corps intermédiaires qui sont absolument méprisés. Alors peut-être nous-mêmes avons-nous à balayer devant notre porte et à nous rénover, mais il y a un vrai problème en France avec le fait qu'il n'y ait rien, comme on dit, entre Macron et le peuple. Mais c'est pas Macron, hein, c'est rien entre le président et le peuple. Pas de syndicats, pas d'organisation représentative. Et donc il faudrait rénover tout ça et rénover aussi la représentation patronale d'ailleurs. Parce qu'on en parle peu, mais je pense que c'est important. Ah bah de toute façon, tout le monde est à mettre, j'allais dire, dans le même panier, mais c'est sûr que chacun doit se rénover pour que ça fonctionne. Michel Sicurel, justement, ces grands thèmes de demain, la transformation numérique, la mise en place, ça c'est un de vos fers de lance, d'une RSE efficace au sein des entreprises, c'est capital pour réussir à renouer ce dialogue social. Oui, c'est complètement capital parce que ce sont les vrais centres du sujet dans les décennies à venir. Et encore une fois, ce n'est pas la faiblesse des élections syndicales qui explique la faiblesse du dialogue social, c'est l'inverse. C'est la faiblesse du dialogue social qui explique la faiblesse de l'adhésion et de la participation aux élections professionnelles. Et si je peux peut-être élargir le sujet d'un cran, je suis extrêmement frappé de voir que un des endroits où le partenariat social fonctionnait formidablement bien pendant des décennies, qui était la sécurité sociale, santé, retraite, emploi, UNEDIC, ACEDIC, etc. Tout ça marchait formidablement bien. Et aujourd'hui, pourquoi ça marche beaucoup moins bien? Parce que l'État-providence est en déficit, que c'est l'État qui bouche les trous, et que quand l'État bouche les trous, il prend le pouvoir. Et les partenaires sociaux, ils n'ont plus qu'à être une chambre d'enregistrement. Ils peuvent discutailler un peu à la marge, mais c'est plus de la gesticulation qu'un vrai pouvoir. Alors, moi, ce que je voudrais, on dit toujours que l'économie privée en France ne va pas bien parce que l'État ne va pas bien. Je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que l'État ne va pas bien parce que l'économie privée ne va pas bien. Et c'est seulement si on arrive à réparer l'économie privée et la société, c'est-à-dire si l'économique et le social sont pris en main par les partenaires sociaux et qu'on arrive à le remettre en marche, économique et social, eh bien je pense que l'État-providence aura beaucoup moins de choses à réparer, de trous à boucher, etc. Et au fond, je suis sûr que ça va faire hurler, mais ça pourrait s'entendre quand même. Moi, je rêve d'un Grenelle du capital pour tous, pour que le capitalisme-providence soulage un peu l'État-providence. Mais on y fait quoi, ce Grenelle du capital pour tous? Eh ben, on sait que les Grenelles, ça débouche pas sur grand-chose en ce moment. Ben, on essaye d'aider les salariés à investir plutôt que dans des OAT qui rapportent 0 et des livrets A qui rapportent 0,5, d'investir dans des produits qui rapportent 15 et où on peut rémunérer tout le monde et il en reste encore 10 à 12. Et c'est tout. Et je ne vois pas pourquoi... Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet de Mathieu en économie.
où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. On ne peut absolument pas continuer comme ça. Il faut absolument que tout le monde profite des rendements à 15. Et la seule façon de le faire, c'est l'État garant. Et plus l'État sera garant, moins il sera dépensier. Parce que c'est l'économie privée qui saura rendre à chacun ce qu'il mérite. Benoît Teste, patron de la FSU. Je rappelle que ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le mot de Grenelle. Parce que justement, est-ce que ça veut encore dire quelque chose chez nous? Ces espèces de grandes messes, il va y en avoir une là encore, la semaine prochaine à l'Élysée. Le président de la République va réunir tous les syndicats pour réfléchir à demain. Mais on a l'impression qu'on se réunit parce qu'il faut se réunir, parce qu'on discute. Et 3/4 du temps, c'est déjà dealé à l'avance et ici, il ne passe strictement rien. Est-ce que ça veut encore dire quelque chose, cette façon de gérer le dialogue social? Oui, et enfin, je rejoins complètement la manière dont vous posez la question. Les grands-messes, l'affichage du dialogue social a quand même de moins en moins d'intérêt. Participe d'ailleurs d'une désaffection aussi des militantes et des militants vis-à-vis du syndicalisme. Il y a beaucoup de gens qui nous disent on va dans des réunions, on écoute interminablement des présentations qui nous sont faites, qui sont très précises d'ailleurs, mais on ne voit pas bien sur quoi ça débouche. Il y a beaucoup d'affichage dans le dialogue social. On est beaucoup, peut-être que ça c'est pas une spécificité française, mais on est beaucoup dans la com. Et surtout, le dialogue social, on a du mal à voir son objet. De quoi on discute exactement, au-delà de faire la grand-messe, de réunir tout le monde et de faire la photo. De quoi on discute exactement? Je reviens, c'est pas une obsession, mais sur le moment réforme des retraites. Il y avait un débat qu'on peut avoir qui est sur les financements de la retraite, c'est-à-dire des économistes libéraux considèrent que la part prise par les retraites dans la richesse nationale est trop importante. D'autres, comme nous, syndicalistes, considérons que si on peut trouver des financements, c'est quand même un progrès social qu'il est possible de financer. Si on avait eu ce débat sur quel est le bon niveau des pensions, le bon niveau des retraites, ça aurait été un débat au moins sur un objet précis, connu de tout le monde. Sauf que là, spécifiquement, ce dialogue social, c'est fait sur des bases complètement communicationnelles. On a prétendu qu'un nouveau système allait faire mieux avec moins. Ça va être plus juste, etc., etc. Et en plus, ça va réduire la part de PIB consacrée aux retraites. Il y a un moment où vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire qu'on va faire mieux avec moins. Vous pouvez dire que vous allez redistribuer, que vous allez donner plus aux uns, mais moins aux autres. Mais vous ne pouvez pas raconter que tout le monde va y gagner. Ça, ce n'est pas possible. Et du coup, on a un peu l'impression dans le dialogue social, je cite cet exemple-là à dessein, de se faire un peu manipuler, voire même prendre pour des imbéciles. On nous présente des choses, on nous demande de les communiquer à nos mandants, on nous dit on va vous expliquer, on va faire de la pédagogie de ce qu'on vous propose. En réalité, ce qu'on fait, c'est beaucoup des artifices de communication et c'est peut-être aussi là-dessus, et je dis ça, encore une fois, là je parle de mon point de vue, mais probablement nous-mêmes avons des postures dans le dialogue social. Mais vous mettez un point en avant important, parce qu'on n'a finalement pas utilisé ce mot-là depuis le début. C'est la confiance entre les uns et les autres. Vous qui êtes toute jeune, Luan Lao, qui commencez finalement dans le syndicalisme, vous avez confiance et de l'espoir encore? Oui, complètement, sinon je ne serais pas là. Donc je suis persuadée qu'on peut faire changer les choses. Et qu'il faut y croire. Après, je pense que ça ne va pas se faire tout de suite et qu'il faudra qu'on soit plusieurs et qu'on soit plusieurs de divers points de vue parce que c'est en confrontant les points de vue qu'on peut construire de belles choses. Mais vous avez confiance dans vos interlocuteurs aujourd'hui? Parce que c'est un point, on voit bien qu'on est dans l'opposition perpétuelle et on ne peut pas renouer un dialogue social sans confiance, et c'est presque étonnant que finalement on en parle à la toute fin, mais est-ce que c'est pas ça la base? La confiance entre les interlocuteurs et la confiance qu'on peut avoir dans le fait que des non-syndicalistes aient peut-être un point de vue qui puisse amener une conclusion intéressante également. La confiance envers nos interlocuteurs, en tout cas pour les étudiants en soins infirmiers, on ne l'a pas eu sur la première année, étant donné que pendant un an, on leur a répété vous ne pouvez pas envoyer des étudiants en soins infirmiers au front au détriment de leurs études, au détriment des futurs patients. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir la confiance. Après, il y a des choses qui sont en train de changer. On a réussi à trouver justement des appuis et pas forcément passer justement par toujours les mêmes interlocuteurs.
et en allant s'appuyer avec de nouveaux interlocuteurs qui peuvent aussi venir en soutien et qu'on ne soit pas que nous, les étudiants, à dire une chose et que des interlocuteurs autres viennent aussi dire la même chose que nous. Je pense que c'est ce qui est en train de faire changer pour la situation, en tout cas pour les étudiants en soins infirmiers. Susanna Gideonsson, je rappelle que vous êtes la présidente de Hello, l'un des tout premiers syndicats suédois. On va bientôt arriver au terme de notre discussion. Vous avez réussi à faire une réforme des retraites en Suède. Comment on fait, nous, en France? Dites-nous comment il faut qu'on fasse. Je pense que le plus important, c'est que chaque citoyen, chaque employé doit avoir le sentiment de faire partie des solutions de l'avenir. De cette façon, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il faut impliquer les partenaires sociaux, les employés, il faut créer un cadre. Il faut travailler avec tous les acteurs pour que chaque acteur ait le sentiment de faire partie de la solution de l'avenir. Je pense que c'est ce qui compte le plus. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, il faut impliquer tout le monde. Nathalie, c'est à vous que va revenir la lourde tâche de conclure, de résumer, de ramasser tout ça. Pas facile. Bah non, c'est pour ça que c'est pour vous. Pas facile de renouer le lien social. Je ne suis pas sûre que je puisse résumer tout ce qui a été dit, mais au cours des interventions des uns et des autres, il y a un mot qui a été cité dans différents contextes, qui est celui d'utilité. Ça ne sert à rien, ou on a été utilisé. Et puis après, il y a eu cette idée de bien-être collectif. Qu'est-ce que c'est? Il faudrait aller vers ce bien-être collectif. Et en fait, ça m'a rassemblé différentes choses, parce que les syndicats, ça ne sert à rien. Donc on ne va pas voter, mais en même temps, si on était complètement rationnel et si on était que sur l'utilité, on n'irait pas voter parce que sa voix pèse rien par rapport au reste. Donc on voit qu'il y a une espèce de poupée russe avec cette idée, ça ne sert à rien, mais même si je vote, de toute façon, ça ne sert à rien parce que ma voix ne pèse pas. Vous avez aussi évoqué cette idée de bien-être collectif, d'intérêt commun. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à... Alors là, je suis peut-être bisounours, mais à repenser, sûrement bisounours, cet intérêt commun. Et en tant qu'universitaire, je pense qu'il y a aussi l'éducation qui est importante, l'éducation des citoyens, de la jeunesse, pour redonner ces valeurs d'intérêt commun et d'agir en ce sens. Et je crois beaucoup à la nouvelle génération aussi pour inventer de nouvelles institutions, de nouveaux modes d'action. Aujourd'hui, et notamment dans les périodes de crise, c'est à ce moment-là qu'on voit émerger des choses. Mais le propre de ma génération, c'est que je suis trop vieille pour savoir... Non, mais pour essayer de voir... Attendez. Mais pour essayer de voir ce qui peut émerger, parce que je pense que c'est la génération qui suit, qui va faire émerger quelque chose, et on n'est pas capable de le prévoir dans ces contextes d'incertitude. Bon voilà, c'est les étudiants notamment qui sont là et qui ont refilé le bébé. C'est pour vous le boulot. Merci beaucoup Nathalie du Cercle des économistes d'avoir fait cette conclusion. On remercie également Susanna Gideonsson, la présidente de Hello, la Confédération suédoise des syndicats, d'avoir eu la gentillesse d'être à l'étranger avec nous en direct depuis la Suède. Un grand merci à Bleuen Lao, la présidente de la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en soins infirmiers. Un grand merci à Benoît Test, le secrétaire général de la Fédération du syndical universitaire, la FSU, première fédération syndicale de l'éducation. Et un grand merci à vous, Michel Sicurel, à la tête de Michel Sicurel Conseil. Un grand merci à vous tous. Et bonne suite pour ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence.